Joël Dicker, stop ou encore? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Joël Dicker, moi je dis stop là. Non, son précédent livre, donc, qui était son deuxième roman, qui s'appelait La vérité sur l'affaire Harry Kéber, souvenez-vous, c'était en 2012, ça s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires en France. Ça a eu le prix Goncourt des lycéens, ce qui était assez réjouissant pour lui, ce jeune écrivain suisse, puisque et pour les lecteurs. C'était un bon roman à énigmes pour adolescents. Il avait eu le Grand Prix de l'Académie française, qui était quand même franchement surréaliste, et il avait failli il était finaliste pour le prix Goncourt, ce qui était carrément n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Parce que pourquoi n'importe quoi? Parce que ce garçon, il fait des romans à énigmes. Donc là, il en refait un qui s'appelle Le Livre des Baltimore, qui doit bénéficier d'un tirage faramineux, qui a eu droit à des articles extrêmement longs un peu partout sur le phénomène Dicker. Et c'est très très pénible. C'est-à-dire que et c'est beaucoup plus mal fichu en plus que le précédent. Le précédent avait le mérite d'avoir une intrigue qui faisait il y avait un peu de suspense et qu'on voulait connaître le fin mot de l'histoire. Là, ça ne marche pas du tout. Ça se passe de la même manière que l'autre aux États-Unis, dans une caricature de roman américain. Si c'était un roman américain, on le trouverait immédiatement assez mal traduit et on ferait un procès au traducteur parce que toutes les phrases ressemblent à des phrases clichés. Les personnages sont complètement caricaturaux. Enfin, c'est assez épouvantable. Et puis alors, il utilise des très grosses ficelles. Donc là, on retrouve le narrateur du précédent roman, qui est le romancier Marcus Goldman, voilà, c'est ça, et qui là nous raconte à la première personne l'histoire de sa famille, alors avec des cousins qu'il admirait beaucoup, et il nous dit qu'il y a eu un drame, il écrit avec un grand D, donc il nous bassine toutes les 3 pages en nous disant tout ça s'est bien passé jusqu'au drame. Mais c'est vous qui caricaturez, c'est pas toutes les 3 pages, il y a 600 pages, il évoque le drame qui est le pivot de son histoire, parce qu'il raconte cette histoire qui se passe en 2011-2012, lui-même qui est en train d'écrire un livre avec la même mise en abîme que pour le précédent livre, et qui raconte l'histoire de sa famille, qui est partagée entre 2 Goldman, les Goldman de Baltimore, les Goldman de Montclair, lui appartenant au Goldman de Montclair, qui est apparemment d'une classe sociale inférieure, moins riche, moins beau que la famille de son oncle, qu'il a jalousé toute sa vie, et il va raconter avec un flashback en plusieurs périodes ce qui s'est passé dans cette famille, ce qui devrait vous plaire, parce qu'on montre que cette famille apparemment unie, heureuse, en fait a vécu plein de drames qui sont dictés par la jalousie, par l'attrait de l'argent, tous des thèmes qui vous sont chers, donc je ne vois pas ce que vous reprochez à ça. En fait, quand je vous entends, le reproche que vous faites, c'est qu'il a vendu 1 500 000 livres, et vous faites partie de ces Français qui ne supportent pas que quelqu'un ait du succès et qu'il appartienne à ce qu'on peut appeler la littérature populaire. Donc voilà, c'est toujours la même histoire avec vous. C'est que quelqu'un qui écrit un livre qui marche, forcément, comme Fuentino, c'est un mauvais livre. C'est insupportable. Vous n'avez pas du tout écouté ce que j'ai dit. Mais si, vous avez commencé comme ça, en disant il a vendu 1 500 000 exemplaires, du genre, c'est vous dire si c'est mauvais. Pardon, mais on ne peut pas parler comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que lui donner le Grand Prix de l'Académie française était quelque chose de complètement délirant. Au nom de quoi? C'est écrit en français. Je suis d'accord avec vous. C'est pas du Julien Gracq. Très bien, d'accord. Enfin, il y a d'autres Grands Prix de l'Académie française qui sont écrits à peine français, qui sont moins bien écrits que celui-là. Je suis pas d'accord. On peut dire que les dialogues sont parfois un peu clichés. D'accord, mais c'est une histoire qui vous emporte. Il y a un souffle romanesque réel. Il y a 1000 intrigues dans cette intrigue. On ne s'y perd jamais alors qu'il y a plusieurs intrigues. Encore une fois, c'est des thèmes, des personnages. Alors peut-être que vous n'avez pas, mais moi non plus d'ailleurs, grandi dans une maison avec des cousins, des jalousies. Et un truc très frappant, par exemple, moi ce qui m'a frappé, c'est Éric Chevillard dans Le Monde des Livres, qui reproche à Joël Dicker, qui raconte l'histoire de 2 cousins et un 3e élément qui fait partie quasiment de la famille, qui tous les 3 tombent amoureux de la même fille. Il dit c'est incroyable, ils ne sont pas homosexuels. Alors voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 3 cousins qui sont amoureux de la même fille. On lui reproche de ne pas avoir fait de ces 3 garçons des homosexuels entre eux parce qu'ils étaient très virils, ils s'entendaient très bien. Donc forcément, ça devient dingue. C'est une phrase de Chevillard qui par ailleurs ne manque pas d'humour et qui ne manque pas d'arguments non plus pour dénoncer les énormes ficelles utilisées en permanence dans ce livre. Et d'ailleurs, ce livre réussit quand même un prodige, c'est qu'il a réussi à mettre d'accord deux types qui passent leur temps à se cogner dessus, qui sont Éric Chevillard dans Le Monde et Frédéric Becbédé dans Le Figaro Magazine, qui dit exactement la même chose que moi, en l'occurrence, et
qui est que tout ça est tellement fabriqué. Dans le précédent, il y avait réellement, comme c'était construit sur un modèle de roman policier, il y avait quelque chose d'accrocheur. Mais là aussi, il y a une enquête. Le narrateur qui écrit ce livre, finalement, il va découvrir des choses en même temps qu'il écrit son livre, en reprenant contact avec son ancienne fiancée et découvrant effectivement ce qui se cachait derrière leur rupture. Enfin, il y a parfois des tiroirs, en permanence des tiroirs qui l'ouvrent, qui nous emmènent dans des tréfonds de cette famille qui paraît bien sous tout rapport et dans laquelle il y a des scandales, il y a des jalousies. Il y a des horreurs absolues. Moi, je trouve que c'est une histoire, une saga familiale, c'est un art de la construction. Quand c'est Donatarte qui fait le maître des illusions, la vie sur le campus américain... Mais c'est écrit comme un club des 5 quand même. Mais vraiment, mais vraiment. Il y a longtemps que vous n'avez pas lu le club des 5 quand même. Mais avec des dialogues qui sonnent faux, qui sont complètement artificiels. On a l'impression de... il passe son temps à dire qu'il admire Philippe Roth. On a l'impression de voir une série qui passe sur TF1 en dernière partie de soirée, tellement c'est... Alors vous lisez le club des 5 et vous regardez les séries TF1 en fin de soirée. On n'a pas la même vie. Et puis au bout du compte, ce livre, on en ressort, on a appris quoi? On a appris que l'argent ne fait pas le bonheur, que les rêves de l'enfance n'aboutissent pas tous. Mais je peux vous citer 800 livres qui évoquent ces idées-là. Oui, pardon, ça fait partie de la vie, de la littérature. Moi, je pense qu'il y a un plaisir de lecture à lire ça. On ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Et parfois... L'histoire peut être mise au-dessus du style. Je pense qu'il ne concourt pas justement au Goncourt à l'Académie française cette fois-ci. C'est pas seulement une question Il apporte un plaisir de lecture réel. C'est pas simplement une question de style. C'est pas seulement une question de style au niveau de la phrase. C'est au niveau du paragraphe, du chapitre, de l'enchaînement des chapitres. Tout est surligné. Les chapitres s'arrêtent en disant mais qu'avait-il bien pu se passer ce jour-là? Et tout s'est résolu le jour du drame avec un grand D. Et puis pour connaître ce qui s'est passé le jour du drame, il va falloir continuer. Moi, j'ai l'impression que si c'est pas écrit comme Annie Ernaux ou Christine Angot, vous n'aimez pas les livres qui vous emmènent loin avec un souffle romanesque. Il faut que ce soit germano-pratin, que ce soit nombriliste, que ce soit de l'autofiction. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Moi, je pense que, et c'est pour ça que ce livre a du succès, c'est que c'est un livre qui emmène les lecteurs loin. Depuis quand je suis un admirateur de l'autofiction et de Christine Angot, enfin, c'est absurde. Annie Ernaux, quand même. C'est absurde. Annie Ernaux, c'est formidable, mais ça n'a rien à voir avec Annie Ernaux. Ah bah non, ça, je vous l'accorde. Et dans le genre du grand roman romanesque, enfin, comparer ça 2 secondes avec Philippe Roth, qui est son grand modèle, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Donc encore une fois, c'est de la littérature pour adolescents. Mais parce qu'il n'a pas l'ambition de Philippe Roth. C'est de la littérature pour adolescents. Le premier, dans son genre, était un bon roman à énigme pour adolescents. Celui-ci, malheureusement, est raté parce qu'on s'y noie, on s'y perd et on s'y ennuie à périr. Moi, je le trouve réussi.